Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Nous allons voir deux applications de ce que nous avons vu sur l'absorption et l'émission de rayonnement par les atomes. Alors, comme première application, il y a les règles de sélection en spectroscopie. Alors, nous avons déjà vu que dans l'approximation dipolaire, le rayonnement en émission induite, tout comme en émission spontanée, est proportionnel à l'amplitude KRN, pour un état allant de N vers K, ou qui est l'élément appelé élément de matrice dipolaire. Et s'il est égal à 0, ce rayonnement est nul ou du moins en première approximation, et sinon il est en fait divisé par un facteur Ka carré, qui est en général assez important et qui donc diminue fortement l'intensité de la raie. Alors, supposons qu'on ait un atome avec un potentiel sphérique. Dans ce cas-là, une fonction d'onde typique, U de K ou UN, est une fonction radiale fois une harmonique sphérique, YLM, qui dépend du nombre quantique LM, et qui dépend des angles, θ phi. Alors, considérons un élément Z particulier, un élément de matrice pour R égale à la direction Z. Dans ce cas-là, l'élément de matrice prend la forme d'une intégrale sur la fonction radiale fois une intégrale sur les angles de YLM fois cosinus θ fois YL'M' sinus θ. Avec ces éléments-là correspondant à UN et ces éléments-là, L'M' correspondant à UK. Alors, si on fait l'intégrale, si on prend la partie qui dépend uniquement de phi dans les harmoniques sphériques, on trouve une intégrale sur phi qui est intégrale de E exposant I M moins M'. Et ceci est toujours égal à 0 parce que c'est une fonction impaire et on intègre sur la totalité sur 360 degrés. Donc on obtient toujours 0 sauf si M égale M'. Donc la composante Z sera non nulle si M égale M'. Alors pour la composante θ, on peut faire un calcul analogue, c'est nettement plus compliqué. Il faut passer par les fonctions de genre associées, utiliser les fonctionnelles génératrices, c'est assez complexe, mais on trouve un résultat simple, à savoir qu'on doit avoir L' qui est égal à L plus ou moins 1. On peut faire un calcul analogue pour les composantes x et y, plus exactement x plus iy conduit à m' égale m moins 1, et toujours L' égale L plus ou moins 1, et x moins iy conduit à m' égale m plus 1. Ça, c'est un résultat déjà intéressant en soi, parce que ça veut dire qu'on peut observer des raies, du moins des raies suffisamment intenses, que pour certaines variations de M et de L. L peut rester identique ou varier d'une unité, et L varie d'une unité. Toujours. C'était un gros problème dans l'ancienne théorie quantique de Bohr, de trouver ces règles de sélection. Ils ne comprenaient pas pourquoi certaines raies étaient observées et pas d'autres, ou du moins que certaines étaient très faibles, et la mécanique quantique, elle, donne directement les résultats. Ça a d'autres applications. Donc, supposons qu'on ait une transition avec M égale M'. Donc, dans ces cas-là, les composantes X et Y sont nulles. C'est-à-dire que le rayonnement
est polarisé selon la direction Z et il se propage dans le plan XY. Et il n'y a pas de rayonnement émis dans la direction Z. De même, pour plus ou moins 1, dans ce cas-là, les composantes X et Y à cause du I ici sont déphasées de 90 degrés. Ça veut dire qu'on a soit un rayonnement qui se propage dans la direction des Z avec une polarisation circulaire, soit un rayonnement qui se propage dans le plan XY, mais avec une polarisation perpendiculaire à la direction Z. Et tous ces résultats sont particulièrement utiles lorsqu'il y a une direction privilégiée, par exemple si on étudie le spectre d'un atome placé dans un champ magnétique. Tout cela peut s'étendre assez facilement à un ensemble de plusieurs particules et par exemple à un atome pour étudier le spectre et les rayons de sélection de l'atome. Une autre application intéressante est l'effet photoélectrique. L'effet photoélectrique, rappelons-nous, on a un photon d'énergie suffisante qui heurte une plaque métallique, en général une cathode dans un tube cathodique, et il y a un électron qui est arraché au métal. Alors considérons le cas de l'effet photoélectrique sur un atome, un électron qui a une liaison d'énergie epsilon. Il y aura effet photoélectrique si l'énergie du photon, H bar oméga, est supérieure à epsilon. Ainsi, le photon fournit l'énergie pour que l'électron ne soit plus lié, en fournissant l'énergie de liaison, et une certaine énergie cinétique. L'énergie cinétique de l'électron est donnée par H carré K carré, et divisé par 2m, H bar carré K carré, divisé par 2m, est égal à l'énergie du photon moins l'énergie de liaison. Alors, on va considérer un état initial où l'électron est dans un certain état U0 autour de l'atome et qu'on a un photon et on prend l'axe Z dans la direction du photon où il arrive. Donc Z, c'est la direction du photon. Et on prend l'axe X le long de sa polarisation. La polarisation du photon. La transition de l'état de base à un état K donné est donnée par l'hamiltonien et on trouve IE H bar sur MC fois une intégrale de U star K, pardon, fois E exposant I oméga Z sur C, fois A0, fois la variation de U0 avec la direction X, et on intègre sur tout l'espace. Ce qui donne l'amplitude de transition. Alors, comme état final, c'est-à-dire UK, on considère que le rayonnement émis est une onde plane, qui a une structure fort simple. C'est en fait une approximation. Elle est appelée approximation de Born. Elle est souvent utilisée dans la théorie des collisions. Alors pourquoi est-ce une approximation? Parce que, en fait, près de l'atome, lorsque l'électron est émis,
il a une charge négative et l'atome restant est un ion positif qui attire l'électron. Donc il est soumis à un certain potentiel et donc il y a une interaction avec l'ion et donc même s'il s'échappe, en tout cas au début, quand l'électron est encore assez proche, ça ne peut certainement pas être considéré comme une onde plane. Ce n'est que plus loin, quand l'électron sera très éloigné, qu'on peut considérer qu'il est une onde plane qui se propage. Donc, si l'électron a une haute énergie, pas de problème, il s'échappe très vite, et on peut, aux premières approximations, considérer qu'il se comporte comme une onde plane. Mais s'il est proche, si l'énergie cinétique de l'électron est faible, il s'éloigne doucement, il est longtemps soumis à l'influence de l'atome, et cette approximation devient trop grossière. Mais on peut améliorer. On peut utiliser une description de l'état final plus élaborée afin de passer outre de cette approximation. On doit tenir compte aussi du fait qu'il y a un recul du noyau, c'est-à-dire que l'électron est percuté par un photon, un électron est émis, et sous ce choc, l'atome va reculer avec un nombre d'ondes grand K, tel qui est donné par oméga sur C fois le vecteur unité dans la direction Z moins petit k, le nombre d'ondes de l'électron. Alors, on calcule ainsi, on peut ainsi calculer une probabilité de transition à l'aide de l'élément de matrice, en faisant le calcul avec une onde plane et en tenant compte de cet effet de recul, un calcul assez complexe. On trouve ainsi une probabilité de transition W. Et on peut alors calculer la section efficace de collision. Alors rappelez-vous, la section efficace, ça correspond à dire que on considère qu'on a une cible qui se comporte comme une bille dure, des éléments, des particules viennent frapper, si elles passent à côté, il n'y a pas d'interaction, si elles percutent la cible, la particule est déviée. Et la section efficace, c'est le rapport entre ce qui est dévié et ce qui ne l'est pas. Donc on peut facilement déduire que la probabilité de transition donne cette proportion. Évidemment, plus on envoie de particules sur la cible, plus il y aura de particules déviées. Donc, la section efficace, notée sigma, est donnée par cette probabilité de transition divisée par le flux de photons, c'est-à-dire h bar oméga. Alors, on peut faire le calcul en prenant pour l'état U0 un électron qui est sur la couche 1s, la plus basse, qui est donc décrite par l'état U100, n égale 1, Lm égale 0, qui est un état assez simple, et qui a l'avantage aussi d'être à symétrie sphérique. Et le calcul de sigma donne alors une relation 32 E carré fois A au cube, la taille de l'atome, fois Kx au carré, c'est la composante de K dans la direction X, divisé par MC oméga, fois 1 plus grand K carré A carré. Une formule qui peut se confronter à l'expérience, qui donne de très bons résultats. Alors, on fait une approximation à haute énergie. L'approximation à haute énergie permet de considérer l'approximation de Born comme valide. Et en plus, à haute énergie, on peut simplifier la formule avec K, le recul du noyau, et après quelques calculs, on obtient une formule un peu différente, et on effectue l'intégration sur toutes les directions, θ et φ, pour avoir la section efficace totale. Ça, c'est la section efficace différentielle. C'est-à-dire
les particules déviées dans une direction bien précise. En faisant le calcul pour toutes les directions, on trouve que sigma vaut 128 E carré divisé 128 pi pardon sur 3 fois E carré sur MC oméga Ka exposant 5, qui donne réellement l'efficacité de l'effet photoélectrique pour des électrons de la couche 1s. Quand on effectue un calcul pratique, il faut tenir compte du fait qu'il n'y a pas que les électrons de la couche 1s qui peuvent être arrachés. Déjà, les électrons de la couche 1s, il y en a 2. Donc, normalement, il faut multiplier sigma par 2. Parce que ça peut être l'un ou l'autre électron qui est arraché. On peut aussi faire le calcul pour les autres électrons, y compris les électrons périphériques. Et dans un matériau comme une électrode, c'est un métal, il n'y a pas que des électrons liés à l'atome, il y a aussi des électrons libres qui circulent dans le métal, ce qui permet la conduction électrique du métal. Et ce sont ces électrons-là qui peuvent être arrachés. Donc il faut en tenir compte dans les calculs. Ça donne des calculs plus complexes, beaucoup plus complexes, mais que l'on peut mener et qui donnent de très bons résultats confrontés à l'expérience. Voilà pour des applications directes, assez simples, des applications immédiates de ce que nous avons vu. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons aborder un autre domaine, mais un domaine intéressant qui va nous mener à des applications. Et c'est quelque chose qui n'est pas extrêmement complexe, c'est ce qu'on appelle la structure hyper fine d'un atome, c'est-à-dire du spectre. Donc les détails les plus fins, les plus serrés que l'on peut séparer, appelés structures hyper fines. Je vous remercie.